Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter les 40 ans de la SDIFL, association historique pour la diffusion et la promotion de la didactique du FLE. Nous vous proposons à présent de faire un tour d'horizon des projets, des points forts de notre association, des projets, alors des choses qui sont passées, on va parler du présent aussi, mais on va aussi évoquer le futur. Je donne sans plus attendre la parole à Elisabeth Grimbretière, notre trésorière et mémoire de l'ASDIFL, qui va nous dire quelques mots pour présenter l'origine de l'ASDIFL avec la participation d'Henri Olec, président d'honneur de l'association, qui n'a pas pu se joindre avec nous aujourd'hui, mais Elisabeth en fera le porte-parole, ou la porte-parole, pardon. Elisabeth, je vous en prie. Bonjour, ou rebonjour à vous tous. Je voulais juste faire un petit lien avec ce qui s'est passé ce matin et ce qu'a dit Valérie Speight à propos du Cliodifle, etc. C'est qu'en fait, je suis un bébé de l'EFPPE. Le FPPE. Ah, le PPFE. Bon, voilà. Bref, le PPFE, parce qu'en fait, mes parents se sont connus là. Et donc, et après, il est arrivé ce qu'il est arrivé, ils se sont mariés, et puis voilà. Bon, je suis née. Voilà, ça m'amusait de faire un petit clin d'œil. Donc, vous voyez, pour moi, c'est le français langue étrangère, c'est dans mes gènes, il n'y a pas à dire, c'est dans mes gènes. Alors, mais je vais commencer par un petit texte de Henri Olec, dit Harry pour les intimes, et qui n'a pas pu venir, et il vous prie de l'excuser, évidemment, de son absence. Il va bien, ne vous inquiétez pas, je crois que c'est plutôt dans sa famille, où c'est sa femme qui a des soucis de santé, et il a préféré rester auprès d'elle. Voilà, donc il vous présente ses excuses, et il espère... Pardon ? Ah bon, j'ai entendu quelque chose, c'est bizarre. Donc, il présente ses excuses à tous les participants. Il ne peut pas promettre de se racheter lors des 50 ans de l'ASDIFL, car il aura pas loin de 98 ans, mais il fera son possible pour ne pas nous décevoir. Bien. Alors, je vais commencer en fait faire la genèse de l'ASDIFL avec ses propos à lui qu'il m'a demandé de lire. À la suite de la création de la maîtrise de français langue étrangère, Louis Porcher avait anticipé cette nécessité de banaliser et de soutenir le français langue étrangère et avait réuni un petit groupe informel, un think tank, comme on le dit maintenant en bon français, chargé avec lui de réfléchir aux réponses possibles à cette question. Donc soutenir et banaliser français langue étrangère. À la suite d'une des réunions de ce groupe, réunion à laquelle il avait invité Pierre Bourdieu, il est apparu qu'il fallait avant tout assurer la surface sociale, la visibilité du FLE dans le champ de la didactique des langues. En conséquence, il fallait créer une instance qui puisse servir de vitrine et de chambre d'écho des activités de la discipline et contribuer à sa banalisation. Et cette même instance devrait pouvoir constituer un lieu de rencontre, d'échange, de coopération pour assurer le soutien de ces acteurs. Et Louis suggéra qu'une association pourrait très bien jouer ces deux grands rôles. Et ce qu'il dit, il le fit. Il élabora les statuts d'une association dont le but était de contribuer à la reconnaissance scientifique et institutionnelle de la didactique et des didacticiens du français langue étrangère. Et il donna à cette association le nom d'Association de didactique du français langue étrangère et non Association des didacticiens de FLE, petit coup de génie qui la distinguait dans ses ADN même d'autres associations professionnelles, que je ne citerai pas, en l'ouvrant et en l'adressant à tous les acteurs du domaine. Les enseignants, français et étrangers, leurs formateurs, les institutions de formation, les enseignants-chercheurs en didactique du FLE, mais aussi les éditeurs de revues spécialisées comme Le Français dans le Monde, les éditeurs de matériel d'enseignement-apprentissage et leurs auteurs, les institutions de diffusion du FLE à l'étranger et leurs animateurs,
les attachés linguistiques, des services culturels, des ambassades, l'Alliance française, etc., les départements de FLE et les directions ministérielles concernées. Et bien sûr, last but not least, n'oublions pas que Henri Olek est un angliciste, comme disent les British, tous les apprenants de FLE, urbi et orbi. Quant au fonctionnement de la SDIFL, autre originalité, il était prévu la tenue de rencontres éclatées entre Paris et la province, Louis étant un Parisien particulièrement éclairé, des rencontres éclatées entre la France et l'étranger et la participation d'invités d'acteurs majeurs du FLE au plan international. L'association hors norme, dont je viens de partager avec vous quelques souvenirs de sa genèse, a maintenant 40 ans d'existence. Elle a su conserver dynamisme et créativité pour accompagner les évolutions de la didactique du FLE et pour répondre aux attentes renouvelées de tous les acteurs du terrain. Un grand merci à Louis pour avoir initié la création de la SDIFL et à tous ses administrateurs successifs dont l'engagement sans relâche en a assuré la pérennité et longue vie encore à la SDIFL. Donc ça, c'était le message que souhaitait vous transmettre Henri Olek. Alors, si je reviens effectivement... Oui, vous avez raison. Donc, je reviens un tout petit peu sur ce qui a été dit par rapport à ce que vous voyez là. Effectivement, entre 85 et 86, il y a eu des séminaires mensuels du samedi matin. Et la dernière, en fait, c'est la dernière avec Pierre Bourdieu qui a permis, en fait, de se rendre à l'évidence et de se dire il faut créer une association. Alors, le même Pierre Bourdieu qui dit la classe de langue, c'est une classe dans laquelle on parle pour ne rien dire. Alors, comment légitimer socialement la didactique du FLE et rendre visible ce champ émergent? Et voilà, créer une association. Alors, oui, peut-être, diapositive, oui, c'est ça. Cette association a donc été créée officiellement le 2 juillet 1986, la parution au journal officiel. Et la première AG, ordinaire, qui s'est tenue le 4 octobre 1986, a élu le premier CA, 20 membres, au nombre desquels figuraient, je vais vous donner quelques noms, personnalités du FLE, Geneviève Calbris, Daniel Coste, bien sûr, Robert Galisson, Philippe Greffet, de l'Alliance française, Henri Olek, bien sûr, Gisèle Kahn, Bernard Miss, Geneviève Zarate, pour n'en citer que quelques-uns. Et le premier bureau était constitué du président, Louis Porcher, de 2 vice-présidents, Henri Olek et Richard Lescure, d'un secrétaire, Bernard Miss, d'une secrétaire adjointe, moi-même, d'une trésorière, Simone Lieuteau, et d'un trésorier adjoint, Jacques Pêcheur. Le siège de l'association était donc au 101 boulevard Raspail, à l'Alliance française, et ça n'a pas changé depuis. On est toujours abrité dans les locaux de l'Alliance française, et ça, on ne peut que remercier les directeurs successifs de l'Alliance française qui nous ont toujours ouvert grand les portes et ont permis une grande partie de nos rencontres de se tenir à l'Alliance française. Alors, je ne sais pas si M. Franck Desroches est là, mais en tous les cas, merci à lui en tant que directeur de maintenant de l'Alliance française et acteur de l'Alliance française. Où est-ce que j'en étais? Oui, alors, bien sûr, tout cela, le siège de l'association. Alors, oui, je voulais aussi souligner, en fait, l'extraordinaire popularité de cette association qui a compté quand même jusqu'à 400 membres aux alentours des années 90. On n'en est pas tout à fait là, donc ça serait bien qu'effectivement on puisse retrouver, en fait, cette vivacité, vitalité, je dirais, de l'association. Alors, donc, les premières activités de l'association, qui avaient comme objet déclaré, vous l'avez là, je ne vais pas vous le lire, mais si quand même, contribuer à la reconnaissance scientifique et institutionnelle du statut de la didactique et des didacticiens du FLE,
et de ce fait à la valorisation des moyens de diffusion de la langue et de la culture française dans le monde. Et je crois que ce qui était très important, en fait, pour Louis, c'était vraiment de rassembler tous ceux qui, en France et hors de France, s'intéressent à la didactique du français langue étrangère dans sa spécificité scientifique, au cœur des politiques linguistiques et dans les pratiques de terrain innovantes. Et je crois qu'on continue, et on peut lui dire, je pense que de là où il est, que bon, on essaye de faire tout ça. S'il te plaît, voilà. Oui, d'accord. Alors, voilà, oui, alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre ? Les premières activités de l'association ont été d'organiser les lundis de la SDIFL. Oui, ça, je pense que c'est important aussi. Premier lundi de chaque mois, alternant entre Paris et la province, entre informations sur les institutions ou des projets et des séances de réflexion sur des travaux scientifiques, ainsi que des rencontres, dont la première a eu lieu les 8 et 9 janvier 1988, et qui a évidemment donné lieu à le premier numéro des cahiers de la SDIFL. À partir d'octobre 1989, il y a eu aussi une lettre d'information qui est envoyée à tous les adhérents et qui s'intitulait tout bêtement « La lettre ». Et plus tard a été constitué un annuaire des adhérents, régulièrement mis à jour par certains étudiants du DESS, qu'on peut continuer à remercier encore, venant faire leur stage à l'association. Cet annuaire n'existe plus. Peut-être qu'on pourrait essayer de réfléchir à le remettre au goût du jour. On verra. Maintenant, je passe la parole à Véronique. Alors, dans le cadre de notre revisite des 40 années passées, le bureau de l'association nous a confié à Elisabeth et à moi de faire parler ces 40 ans de vie à travers la revue de la SDIFL, les cahiers de la SDIFL, puisque ça, c'est la publication régulière majeure de l'association qui rend très visibles les travaux de notre association. Comme on n'avait rien à faire cet automne, on s'est attelé à cette tâche. Une revue comme les cahiers de la SDIFL, comme chaque revue des associations professionnelles que nous représentons aujourd'hui dans ce colloque, ça marque vraiment des travaux réguliers. Et la revue de la SDIFL, elle est constituée de numéros qui émanent toujours des rencontres de la SDIFL. Donc ça rend compte très régulièrement des travaux de l'association. Alors, pour témoigner de la vie de l'association à travers ces 40 ans d'existence de la revue, on vous propose d'abord de situer la revue en quelques chiffres, et puis Elisabeth reviendra sur les thématiques récurrentes qui ont été traitées dans ces cahiers de la SDIFL, et ensuite, moi, je vous proposerai une promenade à travers quelques textes à des moments anniversaires de l'existence de l'association. Alors, la revue en quelques chiffres. C'est 40 ans d'existence pour l'association, 64 rencontres, souvent 2 par an pendant très longtemps. Depuis quelques années, c'est plutôt une rencontre annuelle ou une rencontre tous les 2 ans. Ça, c'est lié en particulier aux charges de travail des personnes en charge de l'association qui n'ont fait que s'accroître, notamment à l'université. Je fais une petite parenthèse, mais voilà. Donc, des rencontres dans 22 lieux. Alors, cette carte de France, elle montre qu'il y a quand même une partie de la France qui m'est très chère, dans laquelle on n'est pas beaucoup allé. C'est le Grand Ouest. J'en parlais tout à l'heure avec Cathy Sablé, qui est tout à fait d'accord pour accueillir la SDIFL à Brest. Effectivement, il y a un lieu récurrent, c'est Paris, parce que Elisabeth l'a souligné, le siège de la SDIFL est à l'Alliance française, et une des rencontres annuelles, une des 2 rencontres de chaque année, s'est toujours passée à l'Alliance française, mais l'autre rencontre doit ou devait se passer à l'extérieur de Paris pour aller un petit peu partout en France où on peut être accueilli dans les universités. Donc la revue, elle compte 32 numéros. La revue a couvert 22 thématiques. Et comme j'avais particulièrement rien à faire en décembre, j'ai compté 521 articles, 5700 pages, 446 auteurs. Ça donne un peu le vertige quand on regarde des chiffres comme ça.
Alors, je vais repasser la parole maintenant à Elisabeth pour que l'on voit ensemble justement quelles sont les thématiques qui ont été abordées en 40 ans, quelles récurrences thématiques on constate et qu'est-ce que ça veut dire de l'évolution de notre champ professionnel. Et on va commencer par faire un zoom sur les deux thématiques les plus fréquentes, la formation et le multimédia ou le numérique, comme on dit plus communément de nos jours. Oui, j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant, effectivement, de voir que nous avons eu des thématiques récurrentes et qui nous ont occupés pendant tout cela. Et donc, la formation, on commencera par la formation, parce que c'est quand même celle qui nous importe peut-être, oui, le plus. Et donc, on va prendre le premier cahier, qui s'intitule tout bêtement, encore une fois, « La formation en didactique des langues étrangères », et qui a permis, qui résume en fait la rencontre numéro 2, les 1er et 2 septembre 1988 à l'Alliance française. Et on parle là des différentes formations allant de la maîtrise de français langue étrangère, des stages longs, belques et crédifs, des attachés linguistiques. Ensuite, un deuxième cahier, cahier numéro 11, où là, on parle en fait de l'adaptation des formations à de nouveaux besoins, contexte, de nouvelles notions, le lien entre spécialisation et transversalité, posture réflexive et critique. Alors évidemment, je fais une petite parenthèse, mais je crois que c'est important quand même de le dire. Certains de ces cahiers sont épuisés, bien sûr. Il nous en reste, hein, pas de problème, donc vous pouvez les acquérir, pas de problème non plus. Mais les cahiers sont tous maintenant numérisés et mis sur le site de l'ASDIFL. Donc en fait, vous pouvez aller sur le site de l'ASDIFL et vous pourrez avoir tous les contenus de ces cahiers. Oui, bien sûr, pour les adhérents. À condition d'être adhérent. Pardon. Oui. Ça, c'est Josette qui ne manque pas une occasion pour vous proposer d'adhérer à l'association. Voilà. Bien. Donc, ça, celui-là, c'est bien. Troisième cahier, donc cahier numéro 21, et qui, en fait, reprend la masterisation des formations universitaires, puisqu'à ce moment-là, en fait, la maîtrise FLE, le DESS, le DEA, etc., et on arrive à deviennent master 1, master 2. Et donc là, ces deux cahiers, en fait, font état donc, de ces masterisations des formations universitaires. Le quatrième numéro 26, le quatrième numéro 26... oh ben voilà. Ah oui, le quatrième numéro 26, en fait, est beaucoup plus vers l'institutionnel, le sociopolitique. Ça a été donc deux rencontres, d'une part à l'Alliance française, comme d'habitude les premières rencontres, et ensuite à l'université Lumière de Lyon 2, avec trois axes, comme vous le voyez indiqué là ici, influence politique et évolution institutionnelle, besoin de formation et enjeux de reconnaissance institutionnelle, et les points de vue des acteurs institutionnels. Ça clôt en fait cette première partie, disons, sur la formation. Ensuite, on va passer au multimédia. Alors, on a essayé de mettre plusieurs termes, parce qu'au départ, c'était multimédia, mais en fait, bon, les termes varient. Et en plus, là, maintenant, on n'est pas encore à l'IA, mais il va falloir aussi, évidemment, peut-être prendre en compte maintenant l'IA et tout ce qui va avec. Le multimédia, donc cette thématique a donné également lieu à la publication de 4 numéros entre 1997 et 2021, avec à peu près un intervalle de 8 ans entre chaque cahier. Donc chaque cahier thématique sur le multimédia. Alors, le numéro 9, c'est plutôt des questions... Alors, la première partie
est ciblée sur les médias hors ligne, CD-ROM et Internet. La deuxième partie centrée sur les réseaux. Car les questions posées en termes d'apprentissage, évidemment, sont différentes. Le numéro 17, qui s'intitule donc « Les usages en TIS », avec une première partie, les usages des technologies de l'information et de la communication en FLE-FLES. Deuxième partie, apprendre avec les multimédias, langue et culture, formation ouverte et auto-formation. Ce deuxième numéro montre la vitalité de la recherche dans le multimédia et la volonté des enseignants de s'y plonger. Ensuite, troisième cahier, le numéro 25. Trois axes, non, je t'en prie. Trois axes. Intégration donc des TIC par les enseignants et apprenants, nouvelles pratiques éducatives, formation de formateurs, aspect méthodologique, quel changement cela induit-il dans l'ingénierie des cours de langue? Le quatrième cahier, multimodalité, donc, bon, vous le lisez, pas la peine que je lise, inutile. Cahier numéro 31, avec une rencontre à l'Alliance française et une autre à l'Université d'Aix-Marseille, en ligne. Ça a été une des premières, je crois, rencontres en fait en ligne. Voilà, cause Covid, bien sûr, mais bon, ça a été, on n'en a jamais fait. C'est la seule, en fait. Mais c'était pas mal pour, finalement, pour quelqu'un. On allait dans une université dont la spécialité est la gestuelle. Donc, c'était très bien. Et donc, c'est comment le recours au support et à la multimodalité est intégré à l'agir professoral en présentiel et en distanciel. 31. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Attends, juste une petite chose. Mais non, vas-y. Non, ça va. Pas de problème. Ce qui est intéressant et que je voulais un peu souligner, c'est que multimédia et formation sont vraiment imbriqués. Et les articles renvoient souvent. On parle du multimédia, mais évidemment, on va parler de la formation, bien entendu. Enfin, il y a vraiment des renvois l'un à l'autre, et je crois que ça, finalement, c'est une des grandes caractéristiques de l'association. Ensuite, on a quelques thématiques importantes, on pourrait dire, mais traitées une seule fois. Donc, vous les voyez, la recherche en FLE, la formation linguistique des migrants, je pense que c'est important. Et c'est bien de voir, ça vous permet de voir, en fait, la diversité quand même des thématiques traitées. Et peut-être pour certains, être intéressés à retourner un peu là-dedans pour voir comment, à l'époque, ça a été traité. Les approches non conventionnelles, par exemple, peuvent être intéressantes. L'interculturel, évidemment, pas de problème, c'était parti. Très bien. On va passer aux thématiques récurrentes, mais en fait 2 fois, avec, comme vous le voyez. Hein, oui, je crois qu'il y a une inversion de diapo. Oui, c'est pas grave. On aurait pu faire les thématiques traitées 2 fois d'abord, mais enfin bon, bref. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour celle-là? Alors, les politiques linguistiques, je n'ai pas tout revu, mais les politiques linguistiques, ça me paraît quand même intéressant. Il y a 3 axes. Influence politique et évolution institutionnelle. Deuxième axe, besoin de formation et enjeux de reconnaissance professionnelle. Et troisième axe, point de vue des acteurs institutionnels. Donc l'institution, là, évidemment, est très présente. Deuxième, les certifications. Première partie, évaluation et certification, des représentations aux pratiques. Deuxième partie, des certifications en FLE, pour qui et pourquoi. Et enfin, le biplurilinguisme. Bon, je sais qu'hier, ça renvoie peut-être hier à la journée de l'ADEB. Ça aussi, avec... Donc, c'est le numéro 23, avec une première partie enjeux et état des lieux de l'enseignement biplurilingue, une deuxième partie avec le discours, médiation, les dimensions linguistiques dans l'enseignement biplurilingue, et une troisième partie, propositions formatives pour l'enseignement biplurilingue. Et effectivement, on avait fait cela avec l'ADEB, avec l'association ADEB, en 2018. Oui, absolument. Oui. Alors, j'ai juste repris le français professionnel, quand même, qui est intéressant aussi, donc avec 2 axes. Première partie, le français à visée professionnelle, enjeux et recherche actuelle. La seconde partie,
contexte et dispositif de formation en français à visée professionnelle, quelles compétences pour quel métier. Et donc là, tout ça, évidemment, sera repris dans les fiches métiers. On peut retrouver un certain nombre de choses dans les fiches métiers. Eh bien, je crois que c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Et donc, je donne la parole à Véronique. Alors, en dehors de ces thématiques traitées plusieurs fois, ou de manière récurrente, ou de manière unique, mais qui donnent un paysage de toutes les questions qu'a brassé l'ASDIF depuis 40 ans, moi, je me suis demandé comment rentrer un peu plus dans les textes et quel texte choisir. Alors, je reprends à mon compte la citation qui est utilisée par Claude Olivieri au moment du 10e anniversaire de l'ASDIF, en 1996. C'est une citation de Louis Aragon. « Les hommes ont toujours, depuis qu'ils comptent les années, attaché une superstition singulière à ce seuil où change le chiffre du temps. » Et donc, je me suis engagée dans cette démarche totalement arbitraire de regarder les cahiers des années anniversaires, 96, 2006, 2016, et puis de commencer avec le premier cahier édité en 88 à la suite des premières et deuxièmes rencontres de l'ASDIF, comme le disait Elisabeth tout à l'heure. Vous savez, Marion nous a ajouté des petites animations dans les diapos. Du coup, voilà. Donc j'ai regardé les textes avant-propos ou les préambules ou les introductions de ces cahiers-là, de ces 4 cahiers-là, pour voir ce que ça nous disait, des thématiques choisies à ces moments-là et ce qu'il y avait comme propos que l'on pouvait relier à l'ASDIF et à la vie de l'ASDIF en tant qu'association. Alors, dans le numéro 1, le cahier numéro 1, alors pardon, à partir de ma lecture transversale, j'ai retrouvé des mots qui sont des mots-clés par rapport à l'association. D'abord, le terme de champ. On l'a déjà dit plusieurs fois aujourd'hui, Louis Porcher, il a pensé la création de l'association comme appartenant aux éléments structurants du champ du français langue étrangère dans les années 80. Et le terme de rencontre est très fort. Il est utilisé pour tous les événements organisés par l'ASDIF depuis l'origine, que ce soit des journées d'études ou des journées pro. Le terme de rencontre est très utilisé. Je vais y revenir après en partant d'une citation de Richard Lescure. Le terme d'ouverture, il est très important aussi parce que c'est cette idée, on l'a déjà dit aujourd'hui, d'être ouvert à tous les acteurs, à toutes les dimensions du FLE et aux Français langue étrangère en France et à travers le monde. Et puis, il y a la question de la vitalité. Tout à l'heure, Elisabeth parlait de la vitalité en nous projetant vers les 50 ans. La vitalité de l'ASDIF, c'est d'être aujourd'hui, à 40 ans, intergénérationnel. Et d'ailleurs, en parlant d'intergénérationnel, je voudrais souligner que ma voisine de gauche, elle est membre du bureau, vous l'avez compris, depuis 40 ans. Hein, oh bah c'est ça, arrête de me faire dire. Non, mais écoute, dans le bureau de l'ASDIF, il y a 2 personnes absolument clés, c'est Elisabeth Guimbretière et Josette Girard, ici présente, qui tiennent la maison. Donc, il y a ce côté intergénérationnel qu'on avait déjà souligné au moment des 30 ans. À partir des années 2000, des années 2010, Louis Porcher a voulu que la direction de l'ASDIF passe à la génération d'après, ce qui a été fait, on en parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est effectivement la 2e génération, la génération des étudiants de la première génération qui porte l'ASDIF. Et donc cette vitalité intergénérationnelle, elle est très importante, mais elle a été pensée dès le départ pour que l'ASDIF soit cet espace carrefour de rencontre entre des professionnels chevronnés et des jeunes collègues qui rentrent dans le domaine et dans les métiers que nous pouvons faire vivre. Et ces métiers-là, que nous exerçons là où nous sommes dans le domaine du FLE, font que nous sommes les héritiers de ce qui a été labouré dans les années 80 sous la houlette de Louis Porcher. Alors, je vous propose de regarder, j'ai pris quelques citations de ces textes clés de 88, de 96, de 2006 et 2016, pour regarder un petit peu les thématiques abordées au moment de ces temps d'anniversaire. Alors, au moment du lancement, donc Elisabeth le disait,
La première préoccupation, c'est la formation. Ça s'entend parce qu'on est, on est en 88, dans le lancement des filières universitaires de FLE. Et ce qui est intéressant dans l'avant-propos rédigé par Richard Lescure, qui est vice-président donc à l'époque, c'est de souligner que non seulement la formation est au cœur des débats, mais que tout de suite est fait le lien avec les divers contextes d'enseignement-apprentissage et les institutions, avec aussi des contributions qui viennent d'autres espaces temporels ou spatiaux, tels que c'est mis dans cette citation. Donc c'est la formation en France telle qu'elle se développe et qu'elle s'organise dans les années 80, et tout de suite une ouverture vers d'autres espaces dans le monde où il y a de la formation des professeurs de français. En 96, l'ASDIFL a 10 ans, et là se tient un très grand colloque, peut-être un des plus grands événements que l'ASDIFL ait organisé dans son histoire en 96, qui est le colloque de Toulon. Avant aujourd'hui, si tu veux. Il y en a eu d'autres, mais ce colloque-là, quand on le revisite, il a l'air d'avoir été assez phénoménal. Et je vais tout mettre comme ça. Donc il fait ce cahier de l'ASDIF numéro 8, paru en 96, il fait suite au colloque de Toulon qui a rassemblé plus de 200 personnes. Et à ce jour, ce numéro 8 des cahiers, c'est le plus gros numéro de la revue. 350 pages, 37 auteurs. Il y a des numéros plus maigres que ça, mais c'est vraiment un numéro important. Et la thématique est aussi extrêmement intéressante. Il s'agit, dans ce colloque-là, de situer, de visibiliser, de légitimer le domaine de la didactique du français langue étrangère par rapport à la didactique du français langue maternelle et par rapport à la didactique des autres langues étrangères. Non sans un certain esprit, y compris d'aller à la bagarre avec la didactique du français langue maternelle et la didactique des langues étrangères, parce que vous avez des termes dans le texte de Claude Olivieri qui montrent ça. Il parle de double rapport polémique pour installer un petit peu la didactique du FLE dans le paysage universitaire et d'enseignement et de recherche, d'aller à une large confrontation entre les approches didactiques et méthodologiques qui s'ignorent le plus souvent. Donc on voit qu'on est dans cette période à la fois d'installation, de visibilisation, et puis où est la place de chacun, et est-ce qu'on peut quand même dialoguer, même si ça frotte un peu et qu'on n'est pas d'accord. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est le commentaire qu'il fait à la fin sur le concept qu'il juge flou du français langue seconde, mais qui pose une question qui n'a cessé de nous travailler dans notre champ. Y a-t-il une spécificité? C'est marrant, quand vous êtes presbyte, vous êtes comme ça. Bon, je vais garder mes yeux sur mon papier. Y a-t-il une spécificité d'objet ou spécificité des publics et des contextes au sein d'un même continuum didactique? C'est une question qui a été longtemps débattue et qui continue à être au cœur de nos préoccupations. En 2006, la thématique, c'est l'interculturel. L'ASDIFL a 20 ans, Bernard André en est le président et Louis Porcher en est le président d'honneur. Et dans le cahier numéro 18, donc, qui a fait suite aux 37e et 38e rencontres de l'ASDIFL qui ont marqué les 20 ans de l'association à Lyon et à Paris, j'ai repris quelques mots de Bernard André, qui pose l'interculturel avec en disant que dans notre domaine, on pose le rapport à la culture, le rapport à l'autre et l'interculturel, sans se refermer sur la certitude de détenir la langue et la culture. Il y a plusieurs interventions aujourd'hui, ce matin en plénière, et celles auxquelles j'ai pu assister dans la matinée, qui font écho à cette importance d'aller vers une conception, d'être dans une conception très ouverte du français, de sa diffusion et des éléments culturels qui peuvent y être associés dans telle ou telle partie du monde. Et puis, bien évidemment, Louis Porcher a travaillé beaucoup sur cette notion d'interculturel. Il a aidé à vraiment la conceptualiser pour notre domaine, seul ou avec, par exemple, Martine Abdallah Pretsey. Et
dans ce numéro des cahiers de la SDIFL, il repart du départ en citant Bourdieu. La culture, c'est la capacité à faire des différences, en rappelant que c'est le propos même de l'éducation d'apprendre à faire des différences. Et il souligne le fait qu'appréhender des éléments de culture étrangère, c'est appréhender ce qui ne va pas de soi pour soi quand on est un apprenant d'une autre langue, porteur d'autres éléments culturels. Et en 2016, la SDIFL a eu 30 ans et Louis Porcher nous avait quittés 2 ans auparavant, en juillet 2014. Alors c'est de manière très évidente que nous avons choisi de consacrer le colloque des 30 ans aux travaux de Louis Porcher. Pas seulement avec un regard vers le passé, mais pour faire résonner les travaux de Louis avec les travaux actuels dans notre domaine. Et ce colloque, il a été organisé autour de 3 axes qui essayaient de rassembler tous les axes qu'a travaillé Louis Porcher pendant toute sa carrière. Le premier axe rassemblait ses travaux autour de la philosophie, la sociologie et l'éducation. Le deuxième axe rassemblait ses travaux autour de la sémiotique de la communication et des médias. Et bien évidemment, le troisième axe était consacré à la didactique du FLE. Alors là, j'ai choisi de prendre non pas un extrait du préambule ou de l'avant-propos, mais dans ce numéro des cahiers, le numéro 28, qui a fait suite à ce colloque de 2016, qui s'est tenu en partenariat avec le DILTEC à la Sorbonne Nouvelle, dans les locaux de la Sorbonne. Il y a 2 textes très forts qui retracent la place de Louis dans ses travaux, dans son œuvre et dans son héritage. Un texte de Daniel Coste et puis un texte de Geneviève Zarat. Alors ici, j'ai repris un extrait du texte de Daniel Coste qui rappelle combien, il l'a redit ce matin, Daniel, Louis Porcher ne s'est jamais revendiqué didacticien. Il a été, comme la figure du FLE, un didacticien malgré lui. Et donc Daniel, dans ce texte-là, revient sur cet apparent paradoxe. Et dans l'extrait que j'ai pris, donc Daniel redit cela, Louis Porcher ne s'est jamais déclaré didacticien, mais il a fortement contribué à constituer et à légitimer le champ. Et Daniel souligne, comme ce matin aussi il l'a fait en reprenant des propos de Louis, que Louis estimait que la didactique des didacticiens manquait d'envergure épistémologique et scientifique. J'ai gardé ça parce que ça gratte à nos oreilles et je pense que c'est une alerte ou un avertissement qu'il faut toujours avoir en tête quand on réfléchit à nos travaux et à leur fondement épistémologique et aussi du point de vue de l'histoire. Et Daniel, dans ce texte-là, montre combien, en créant la SDIFL, Louis a voulu créer un espace carrefour très ouvert qui rassemble l'ensemble des acteurs du champ, on l'a déjà dit, et pour proposer une vision ouverte de la discipline. Voilà. Donc voilà, je vous ai promené un petit peu à travers les cahiers en prenant ces numéros anniversaires. Et puis, dans ces textes d'avant-propos ou de préambule ou textes de grands témoins comme celui de Daniel Coste il y a 10 ans, il y avait aussi des extraits qui parlent de la SDIFL, qui disent ce que la SDIFL est et veut être. Et donc, je vous propose à nouveau un petit parcours à travers quelques citations. Dans son avant-propos en 88, donc au tout début, Richard Lescure fait un commentaire sur le terme de choix de rencontre. Ce qui est vrai pour un colloque, un congrès l'est à plus forte raison pour des rencontres. Le terme même implique en effet toute une dimension d'échange, de cordialité, de mise en position active, en quelque sorte, des participants. Et rencontre, ça permet aussi d'inviter, de convoquer tous les acteurs du champ, pas simplement des enseignants ou des enseignants-chercheurs. Dans le texte de 96, Claude Olivieri souligne une orientation, un engagement de la SDIFL qui vaut comme des valeurs centrales de l'association. La SDIFL entend témoigner de sa confiance dans les vertus de la libre confrontation et de sa détermination à ne pas abandonner le terrain à ceux qui préconisent, encouragent ou mettent en œuvre des politiques d'exclusion qui vont à l'encontre même de notre vocation et de notre raison d'exister. Dans les temps
actuelles, sombres, qui s'assombrissent, que nous vivons, il me semble que notre champ va être percuté et est percuté par des politiques d'exclusion. Il va falloir que l'on se tienne très clairement sur nos engagements, nos valeurs et nos travaux d'un point de vue éthique, politique. Et cette phrase d'Olivieri, je pense, nous fait un pont 30 ans après avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis, au moment des 20 ans, en 2006, Louis revient sur ce qui, pour lui, constitue les deux traits fondamentaux de l'association. Donc, on l'a déjà évoqué. Le premier trait, c'est que c'était une association qui était ouverte à tous les acteurs du champ, en essayant de dépasser les hiérarchies possibles ou latentes, mais que toutes les personnes du champ aient droit à la parole et puissent échanger et discuter et construire. Et le deuxième point, l'association devait, à mon avis, et elle le doit encore, traiter de l'ensemble des sujets ou des domaines ou des thématiques dans lesquels le FLE est impliqué, c'est-à-dire aussi bien le FLE à l'autre bout de la planète que le FLE au coin de la rue pour les étrangers en France, pour les migrants, pour les gens qui en ont besoin. Ça reste pour moi quelque chose de capital. On voit là en filigrane l'engagement de Louis Porcher, notamment à partir de ses travaux au Conseil de l'Europe dans les deux groupes de travail dans lesquels il a été impliqué, celui sur les langues vivantes, bien évidemment, dont Daniel a rappelé le travail autour du niveau seuil ce matin, et puis celui sur l'éducation des enfants migrants. Ça a été constamment pour lui quelque chose à croiser. On connaît l'émergent, on connaît l'introduction, des questions liées à l'éducation aux Français des adultes ou des enfants migrants depuis une vingtaine d'années. Malheureusement, Louis explique aussi que les deux groupes d'experts auxquels il a participé n'ont pas assez pu se parler et assez travailler ensemble dans les années 70 et 80. Et il y a eu comme ça le développement du FLE un petit peu coupé du monde de la formation des adultes et des enfants migrants, qui s'est trouvé pris par le ministère des Affaires sociales, du Travail, etc., etc. Depuis une vingtaine d'années, on a retissé des ponts. Et donc, je pense que c'est bien que l'ASDIF continue d'avoir ces questions-là en tête. Et puis, en 2016, Henri Olek, donc président d'honneur à la suite de Louis Porcher, rappelait combien, et il l'a redit pour aujourd'hui, pour les 40 ans, combien Louis avait eu raison et combien la création d'une association comme l'ASDIF a permis de mettre en scène de manière efficace une discipline. Voilà ce que je voulais vous partager à partir de ma lecture en saut de mouton à travers la revue. Il y aurait un travail bien plus approfondi à faire pour regarder plus en détail les numéros, au moins ceux que l'on a pointés, mais aussi bientôt. Mais ça, c'est un travail colossal. Il faut mettre des étudiants sur le coup, par exemple. Et ce travail-là, il peut être fait sur l'ensemble des revues que nous faisons vivre à travers les associations professionnelles que nous faisons vivre également. Merci beaucoup. Alors, merci pour cet éclairage sur l'historique de notre champ, qui montre la vitalité de l'association et son rôle dans le développement scientifique, dans les réflexions, dans la formation en didactique du FLE. Alors l'ASDIFL, c'est aussi des présidents qui se sont succédés. On en a nommé beaucoup, et Véronique en a nommé beaucoup dans ses citations. Alors je vais les énumérer, vous les avez ici. Louis Porcher, Henri Olek, Simone Lieutot, Claude Olivieri, Elisabeth Guimbretière, Marie-Josée Barbeau, Jean-Pierre Cuc, Bernard André, Marie Berchoux, Fabrice Barthélémy, Lucille Cadet, Véronique Laurence, Claire-Lise Dautry et enfin Marion Tellier. Alors, les 4 derniers présidents en date, Fabrice Barthélémy, Lucille Cadet, Véronique Laurence et Claire-Lise Dautry, nous font l'honneur et l'amitié aujourd'hui de venir témoigner sur l'ASDIFL et sur son rôle dans le paysage didactique. Alors, je vais les inviter peut-être à venir témoigner. Fabrice, en premier ?
va faire par ordre chronologique. Ou pas, comme vous voulez. Je peux laisser ma place et mon pupitre aussi. Cinq minutes, hein, non, pas plus. Commencer chronologiquement, c'est pas bon signe pour moi, hein, dans la perspective du prochain anniversaire, parce que c'est-à-dire que je suis parmi les plus anciens. Mais bon, je voudrais juste rappeler brièvement que lorsque Louis Porcher m'avait invité à réfléchir à la possibilité de candidater à la présidence de la SDIF, je ne l'avais pas vécu comme une invitation, mais plutôt comme une incitation à peine déguisée. Et que, voilà, une injonction, oui, quasi injonction. Je rentrais à l'époque de l'Internationale et j'avais donc bien évidemment accepté. Et je n'ai pas regretté, puisque ces 2 années sont pour moi restées comme une véritable aventure humaine, enrichissante. Et je voulais en profiter pour remercier les professionnels du chant, hein, les collègues, les étudiants, celles et ceux que je connaissais en devenant président d'ores et déjà et que j'ai continué à fréquenter, et puis aussi celles et ceux que je ne connaissais pas, que j'ai appris à découvrir. Et certains, je vais juste citer Laura, mais j'en oublie plein d'autres, puisqu'elle m'a épaulé, hein, dans cette tâche à partir de cette date, et avec qui nous sommes restés en contact et avec qui nous gardons des liens d'amitié. Donc une expérience humaine enrichissante, mais pour être plus sérieux, hein, ces 2 années ont aussi été marquées, me semble-t-il, pour la SDIF, par un tournant dans le choix qui s'est opéré en termes d'édition des cahiers, hein, que vous avez évoqué, et le choix de passer d'une élaboration, je dirais, artisanale, hein, de ces cahiers. J'aime bien le terme de bricolage qu'utilise Lévi-Strauss, hein, dans La pensée sauvage, hein, au sens noble du terme, à une entreprise de diffusion et de conception un peu plus professionnelle, puisque c'est à cette époque que nous avons choisi, hein, de nous appuyer sur une maison d'édition qui est Clé Internationale, que je remercie, et je remercie son directeur en particulier, Monsieur Volonzak, qui a accepté, hein, de ce challenge, hein, de ce pari, hein, qui n'était pas évident, de la publication de nos cahiers à partir de cette année, hein, et à partir du numéro 24 que vous avez cité tout à l'heure, qui est celui-ci, hein, L'instant et l'histoire, et dont le titre fait écho, hein, à nos rencontres aujourd'hui et au colloque durant ces 2 journées. Et qui marque, hein, qui est le premier numéro pris en charge par l'équipe de Clé Internationale, et qui, voilà, hein, pour montrer la différence, hein, en termes de visuel, hein, fait un peu contraste avec le numéro que j'ai choisi précisément parce que c'est une thématique qui n'était pas abordée mais qui m'est chère, qui est celle des politiques linguistiques. Voilà, le numéro 7. Avec pour intérêt, et puis je m'arrêterai là, hein, d'enlever une charge de travail lourde à tous les membres du bureau qui avaient jusqu'à présent en charge la confection, la mise en page et la diffusion, hein, de ces cahiers, qui se faisaient du coup de manière un peu, hein, comment dire, oui, mais qui touchait un public moins large également, hein, puisque le réseau de diffusion, qui est celui de Clé Internationale, permet de toucher un public plus large, hein, moins intimiste, voilà, hein, ou moins proche, hein, de l'association qu'auparavant, hein, et permet, je pense, et je m'en réjouis, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, de diffuser de manière plus ample les travaux qui sont issus de ces rencontres. Et donc, voilà, je
terminerai là sur le bilan de ces 2 années qui sont marquées par ce changement relatif à la manière dont on a abordé la publication des articles issus de ces rencontres et leur diffusion au grand public. Merci. Merci. Lucille Cadret. Merci beaucoup, merci Fabrice. Alors, quand Fabrice Barthélémy et Manuela Ferreira-Pinto sont venus me voir pour me dire que éventuellement ça pourrait être intéressant qu'à mon tour je me présente à la présidence de l'ASDIF, je l'ai pris comme une invitation, et puis quand j'ai reçu un message de Louis, je l'ai pris comme plus qu'une invitation, comme ce que tu viens de dire, et puis un adoubement de sa part, en tout cas une confiance qui le remettait entre mes mains. Alors au cours de ces 2 années de présidence, parmi les éléments qui nous ont préoccupés, ce sont aussi des éléments qui nous préoccupent aujourd'hui, les adhésions. Donc, je le redis, je fais écho à Josette et à Elisabeth. Vous pouvez adhérer en ligne, vous pouvez adhérer ici même. Vous aurez accès à un très grand nombre d'informations avec un magnifique papillon, au cahier, au dictionnaire, à des rencontres, parce que ce sont ces rencontres qui font que nous faisons partie d'une communauté de pairs et que nous faisons partie d'une famille et que nous participons à la fois à l'instant et à l'histoire. Dans la même lignée que celle que vient d'évoquer Fabrice, nous avons continué à travailler au cours de ces 2 années à la constitution de comités scientifiques pour les cahiers, systématiquement réunis et qui ont fonctionné comme une revue tout à fait professionnelle. Nous avons également commencé à recenser des cahiers, à lancer leur numérisation. On a négocié les locaux aussi, parce qu'on nous a demandé de changer de bureau, même si nous sommes restés à l'Alliance. On a refait le monde chez Geneviève et on a insisté tous les ans pour que Josette et Elisabeth restent au bureau et à la trésorerie, ce que nous avons manifestement très bien réussi, puisqu'elles sont toujours à ces postes. Alors, sans s'être concertée, mais je vais peut-être être un petit peu redondante, évidemment, j'ai fait une lecture un petit peu identique à la vôtre, en regardant du point de vue scientifique, qu'est-ce qu'on avait fait au cours de ces 2 ans. Et en fait, au cours de ces 2 ans, eh bien, on a travaillé sur les TIS et la formation. Donc en 2013, donner du sens à l'apprentissage du FLE avec les technologies numériques que nous avions initié, merci beaucoup Fabrice, que nous avions initié au cours d'une table ronde au salon Expolang. Pour ceux et celles qui s'en souviennent, nous étions présents tous les ans à ce salon qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus. Et puis 2 temps forts avec des rencontres, comme ça a déjà été dit, en alternance entre Paris et la province, en l'occurrence en 2013, Alliance de France de Paris-Île-de-France et l'université Stendhal Grenoble 3, en particulier avec le lit dilemme. Et puis je salue aujourd'hui Laura qui nous avait accueillis, ainsi que Thierry et Charlotte que j'ai vus tout à l'heure, donc Thierry Soubrier et Charlotte Dejean, qui marquent bien aussi ce lien avec la recherche, avec l'ensemble des collègues universitaires et avec les laboratoires. Donc on était vraiment sur l'idée que le français langue étrangère s'est toujours efforcé d'intégrer les technologies dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage, que nous ne pouvions pas envisager un enseignement qui n'intégrerait pas les médias et les nouveaux médias. Et nous posions alors les questions suivantes. Quels sont les contextes et dispositifs d'utilisation des TIS apportant une véritable plus-value aux apprentissages? Quels sont leurs apports à l'enseignement? Quelle place et quel rôle doit être celui des éducateurs face aux écrans? Comment sont-ils amenés à s'adapter à l'environnement naturel des générations actuelles? On l'a vu ce matin, puisque la question a été posée au cours de la conférence. Cette thématique est évidemment toujours d'actualité à l'heure de la question vive de l'IA, qui fait partie de nos préoccupations, à la fois de chercheurs, mais aussi de formateurs et d'enseignants. La 53e et la 54e rencontre, de la même façon, se sont tenues en alternance entre l'Alliance et cette fois l'Université Lumière Lyon 2, en collaboration avec le laboratoire ICAR et avec l'amitié de Nicolas Guichon et de Véronique Rivière pour l'organisation de cette journée.
Donc, ces deux rencontres sont liées, c'est les fameuses rencontres en 2 temps dont Elisabeth parlait tout à l'heure. Évolution sociopolitique du champ du français langue étrangère et seconde, statut des enseignants et reconnaissance de la discipline pour la 53e rencontre. Et pour la 54e, enjeu de la formation continue des enseignants de français langue étrangère et seconde. Donc pour la première, on a travaillé sur 2 axes. Quelles offres de formation en didactique du français langue étrangère et seconde et pour quelle professionnalisation, qui est encore aujourd'hui d'actualité. Comment les changements socioculturels marquent-ils l'évolution des formations? Et puis pour la seconde, regard qualitatif sur la professionnalisation des enseignants de français langue étrangère et seconde et regard prospectif sur la professionnalisation des enseignants de français langue étrangère et seconde. Ces deux volets de cette même rencontre ont également permis d'aborder un élément nouveau qui apparaissait nouveau en 2014 dans notre champ, la place de l'option français langue étrangère et seconde qui est arrivée au concours du CAPES de lettres modernes cette année-là pour sa première édition en 2014 et qui nous a beaucoup intéressés, interrogés, préoccupés. Donc cet intérêt pour les formations fait largement écho à l'orientation qui a été prise aujourd'hui pour l'anniversaire de l'ASDIF et clairement, comme tu l'as montré, fait partie de ces préoccupations continues, constantes et naturelles de l'association. Je vais terminer avec les 55e et 56e rencontres qui ont été consacrées à la mondialisation et à l'enseignement du français. Une orientation cette fois, comment dire, une orientation intrinsèquement liée à notre champ disciplinaire, une orientation politique, puisque on ne fait pas de didactique du français langue étrangère et seconde sans les contextes politiques dans lesquels nous sommes amenés à évoluer, qui ont nécessairement une interaction sur notre façon de penser et de travailler. Orientation politique en lien cette fois-ci plus directement avec le CIEP à l'époque, donc France Éducation Internationale aujourd'hui, portée notamment par Manuela Ferreira Pinto, qui faisait partie du CIEP à cette date. Cette journée a été inspirée par le rapport d'information « La francophonie, action culturelle, éducative et économique » qui avait été déposé par la Commission des affaires de l'Assemblée nationale en janvier 2014. Nous posions que les professionnels de l'enseignement du français langue étrangère et seconde étaient amenés à évoluer dans des cadres en constante mutation, c'est la notion de contexte qu'on a abordée aussi tout à l'heure, et que plusieurs facteurs sous-tendaient ces mutations, les politiques, notamment celles en faveur du plurilinguisme, les enjeux de la scolarisation universelle, la mobilité des personnes, étudiants, professionnels, mais aussi réfugiés, la place de plus en plus forte de l'économie dans les politiques éducatives et linguistiques qui modifient les conditions de travail et qui modifient aussi le statut des enseignants. Questionner le lien entre le champ du français langue étrangère et seconde et la mondialisation, c'était aussi pour nous ouvrir un espace de dialogue entre acteurs politiques et acteurs de terrain, en interrogeant en particulier la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du français, les enjeux liés à la mobilité étudiante et professionnelle et bien sûr la dimension interculturelle de l'enseignement-apprentissage du français. Au cours de cette mandature, Véronique vient de le rappeler, parmi les éléments difficiles, le départ de Louis, que nous, aujourd'hui, auquel nous rendons un hommage collectif pour ces 40 ans de l'ASDIF. Merci. Véronique. Alors, moi, j'ai pris le relais de Lucile en 2015. Je n'ai pas eu d'injonction de Louis Porcher. Par contre, d'Elisabeth Gabretière, oui. Et de Manuela Ferreira Pinto. En fait, dans mon parcours professionnel, ça a correspondu pour moi à un moment de boucle bouclée et de commencement d'autres choses. En 2014, j'avais été nommée maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle. J'avais pu soutenir ma thèse quelques mois auparavant. Et donc, 25 ans après, avoir poussé la porte du 46 rue Saint-Jacques pour entrer en maîtrise FLE,
je devenais maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle, et 25 ans après avoir adhéré à l'ASDIFL, toujours parce que ma prof de pédagogie de l'oral, Elisabeth Guimbretière, disait à ses étudiants « il faut adhérer à l'ASDIFL », je me suis trouvée changer d'étage, si vous voulez, professionnellement, et dans l'association, je suis rentrée au conseil d'administration en 2014, et puis assez rapidement, euh, euh, on m'a proposé de réfléchir à assurer la présidence. Alors, je dois dire qu'à propos des présidences de l'ASDIFL, à l'origine, pas forcément dans les statuts, mais en tout cas d'un commun accord, les fondateurs de l'ASDIFL avaient prévu, et Louis en particulier, avait prévu que la présidence ne s'exerce que 2 ans et que ce soit une présidence tournante tous les 2 ans pour éviter que la présidence et le bureau soient gérés par une même personne pendant trop longtemps. Précaution démocratique tout à fait saine. Il y a quelques personnes dans le temps, Claude Olivieri, Jean-Pierre Cuc, et plus récemment maintenant moi-même, Claire-Lise et Marion, qui sommes plutôt sur des mandats de 4 ans. Alors dans les années 80-90, je ne sais pas à quoi ça a été dû. Depuis les années 2010, je sais et nous savons parfaitement à quoi c'est dû. C'est très compliqué de trouver quelqu'un qui veuille bien s'investir dans la présidence d'une association professionnelle. Louis Porcher en parle dans un texte, il me semble, de 2006, où il dit « L'association, travailler dans une association, c'est travailler, il faut dégager du temps, et les gens, alors je vous le dis comme Louis l'écrit, les gens n'en ont rien à faire, il le dit même autrement, parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire ailleurs. » Et il le dit il y a 20 ans ou il y a 30 ans, l'association, ça se porte à bout de bras. Il dit, je l'ai porté à bout de bras. Et moi, je voudrais souligner ça, parce que ça me paraît un tour de force monumental. Ce que l'ASDIFL, mais toutes les associations que nous faisons vivre dans notre champ, arrivent à générer en termes d'événements, de production scientifique, d'espace-temps, de rencontres, qui fait qu'on se retrouve régulièrement et on fait œuvre commune, chacune avec nos spécificités, et qu'à chaque fois, ces associations reposent par période sur une poignée de personnes, les doigts d'une main, souvent, à peine des 2 mains. Et donc, c'est vrai de l'ASDIFL, et je pense que c'est vrai de beaucoup d'autres structures de ce type. Alors donc voilà, moi en 2015, je prends la présidence de l'ASDIFL, et assez rapidement, je comprends que ça ne va pas être pour 2 ans. Donc, pendant ces 4 ans, entre 2015 et 2019, avant Covid, je me suis fait la réflexion ces dernières heures, il y a eu pour moi 4 éléments marquants de ma période de présidence. Tout d'abord, d'entrée de jeu, Lucile vient de l'évoquer, Louis Porcher était décédé et on approchait de 2016. Donc, de manière très évidente, on s'est dit, on fait un gros colloque pour les 30 ans de l'association et en hommage à Louis Porcher. Donc ça nous a occupé pas mal de temps. Je sais ce qu'il y a derrière l'organisation d'un colloque anniversaire. Et puis, ça a donné lieu au cahier numéro 28. L'autre innovation qu'on a mis en place dès juin 2016, c'est la décision de dédier une des rencontres annuelles de l'ASDIFL au métier du domaine, qu'on a intitulé « Journée professionnelle ». Donc, les rencontres, il y avait une partie journée d'études, recherche, et une journée professionnelle orientée vers les métiers, avec une thématique annuelle, mais qui était découplée en travaux de recherche et puis ateliers de réflexion, d'expérimentation autour des métiers du français langue étrangère, à destination, en pensant en particulier aux étudiants de master, de doctorat, pour que les étudiants puissent se projeter dans leur cheminement professionnel dans notre domaine. Et on s'est demandé comment faire pour que ces journées professionnelles, développées en un certain nombre d'ateliers, aboutissent à une production qui laisse des traces. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des journées professionnelles, on a fabriqué des fiches métiers qui viennent de connaître un aboutissement tout à fait remarquable avec la production du document porté par l'ASDIFL avec le partenariat de la FIPF et de l'Institut français sur les 100 métiers du français.
c'est vraiment issu de ces journées pro. Alors, il y en a eu quelques-unes, donc en juin 2016, sur les métiers du secteur de la formation linguistique des migrants. Et puis en mars 2017, dans la continuité, sur les métiers du français dans la formation professionnelle en France. Ça a été recensé dans les cahiers numéro 29. Et puis, en avril 2018, quand nous travaillions de concert avec l'ADEP sur les filières biplurilingues, il y a eu une journée pro consacrée aux métiers du français dans les filières biplurilingues. Et ça a donné lieu au cahier numéro 30, réalisé en commun avec l'ADEB. Et le cahier numéro 30, c'est le dernier numéro en papier. À partir du 31, 32, voilà, on est passé en version totalement numérique. Et puis en janvier 2020, après moi, il y a eu une autre journée pro autour des questions de multimodalité et multisupport. Le troisième élément qui a été très important pendant ma période de présidence, c'est le choix, la nécessité même, de travailler de manière accrue, en réseau, en partenariat avec les autres associations sœurs de notre domaine. Notamment parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure de réformes ou de décrets concernant les politiques linguistiques, la place des langues, la place de l'anglais, etc. en France, que nous n'avions plus aucune prise, nous n'étions plus visibles par les pouvoirs publics, par le pouvoir politique, et qu'il était nécessaire d'essayer de resserrer les rangs, de se serrer les coudes, et donc a été créé un réseau interassociatif pour essayer d'être un peu plus vu, éventuellement interpellé, entendu. Ça reste très compliqué puisqu'on est dans une époque où, comme l'on dit souvent, les corps intermédiaires n'ont plus voix au chapitre. Et en tant que tissu associatif de notre domaine professionnel, on peut être mis dans ce paquet des corps intermédiaires et on n'a plus voix liée avec le législatif ou le décisionnel au niveau des politiques linguistiques. Mais en tout cas, il y a eu cette volonté de travailler ensemble, notamment avec la CEDLE, avec l'AFLA, je ne vais pas nommer toutes les associations, je ne les ai pas répertoriées, mais je voudrais quand même mentionner un événement qui nous a beaucoup occupés avec la CEDLE et Transit Lingua, qui pour moi reste un événement assez unique à ce jour dans son format, qui a été l'organisation d'un débat, d'un colloque sous forme de débat ouvert. Et ce débat participatif, il a été mis en place donc avec ces 3 associations au bout d'un travail de veille, d'interpellation de différentes manières pendant 2 ans, entre 2017 et 2019, suite à la parution du volume complémentaire du cadre européen commun de référence pour les langues, qui posait un certain nombre de questions par rapport à nos recherches, à nos travaux. Et donc, le point d'orgue de ce travail en commun, il a pris forme en juin 2019, toujours en partenariat avec la Sorbonne Nouvelle dans la maison de la recherche rue des Irlandais. Et nous avons invité 15 enseignants-chercheurs à prendre la parole sur des questions vives par rapport au rôle des langues en Europe. Et ceci a donné lieu à une publication portée par la revue de la CEDLE en ligne, le numéro 18.1, qui a été publié en 2021. Voilà. Ça a été aussi un événement une dimension de notre travail très importante, qui continue, je pense, même si c'est bien difficile en interassociatif, d'arriver à trouver du temps pour être en interassociatif et d'arriver à réagir quand il le faut par rapport à telle ou telle évolution politique. Et puis, d'une manière beaucoup plus pratico-pratique, mais faire vivre une association, c'est être aussi dans le pratico-pratique, du sol au plafond, on s'est aussi beaucoup attaché à continuer à travailler sur la numérisation des activités de l'association. Donc il y a la revue, mais on a mis aussi en place le fait de pouvoir adhérer en ligne d'un clic, c'est très facile à faire, de payer en ligne, et d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, en gros. Voilà. Merci. 2015-2019. Claire-Lise. Comme Véronique, j'ai eu le plaisir
de rester 4 ans présidente de l'ASDIFL. Et à dire la vérité, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça pour au moins 2 raisons. D'abord pour les gens, parce que j'ai fait des rencontres, des belles rencontres. J'ai beaucoup appris. C'était pour moi une façon de revenir, même si c'était pas évidemment pas que ça, mais c'était une façon de revenir vers le monde universitaire que j'avais quitté il y avait très 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 longtemps. Et ça a été un apprentissage. Il s'est passé, enfin, pour moi, ça a été vraiment un moment de redécouverte et j'ai aussi beaucoup aimé les gens. Ça, c'est donc la première raison. Et la deuxième raison, c'est que j'ai beaucoup aimé, comme vient de le dire Véronique, faire tout. Enfin, avec le bureau, bien entendu, s'occuper de réserver des salles, aussi bien que trouver des intervenants, aussi bien que de poursuivre, pourchasser les auteurs pour des articles, aussi bien qu'avec Laura, essayer de ne pas mourir avec le passage en ligne du numéro 31, qui a été plus qu'acrobatique. Tout ce qui a été aussi fait en partenariat avec l'Alliance, toute la partie pratico-pratique, parce que faire vivre une association, c'est prendre en compte l'ensemble de ces dimensions, Cambouis, dans le sens le plus intéressant du terme. Et c'est ça une association, c'est un organisme vivant, complexe évidemment, avec aussi des tensions, avec aussi des questions à résoudre, mais c'est ça qui fait la richesse, la complexité, le charme de ce type d'engagement. Mais ce n'était pas gagné, pas du tout. Et là, je voudrais dire, comme on dit en Chine, j'ai 3 points, 3 orientations. Et quand l'idée est arrivée, disons, j'étais vraiment au fin fond de la Chine du Nord, à la frontière Corée du Nord. Voilà. Et tout à l'heure, enfin ce matin, on parlait de diffusion du français. Et à cette époque, j'étais en train d'essayer de monter dans une université où on ne parle même pas chinois, on parle coréen alors qu'on est en Chine, un département de français. Un accord avec le consul général, etc. Et là-dessus, je reçois un mail de Madame Elisabeth Gambretière, alors que j'étais vraiment très, très, très loin dans tous les sens du terme, qui me dit, bon, tu sais, l'ASDIF, le CA, peut-être même quand vous voyez à l'époque. Non, je crois pas. Je vous voyais Louis tout le temps, mais toi, non. Et qui me dit, bon, le CA, le bureau. Et moi, en gros, j'ai pas compris. Soyons à peu près clairs, j'ai pas vraiment compris. J'ai dit, ben oui, d'accord, je rentre. De toute façon, je rentre. Et puis, une fois arrivé, c'était pas le CA, c'était pas participer au bureau. Voilà, c'était la présidence. Bon, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je pouvais rien refuser, ni à Louis Porcher, ni à Elisabeth Gambretière. Donc, j'ai dit oui. Et ça a été, bon, je vais pas le redire, ça a été une très belle aventure, mais avec le côté effectivement aventure. Alors, la première orientation que je vais un tout petit peu développer, c'est effectivement l'internationalisation. J'ai passé 20 ans de ma vie à l'étranger, loin, plutôt en Asie, et ce que j'ai vu sur le terrain est quelquefois plus que loin de ce qui se passe ici. C'est-à-dire que vous avez des gens qui enseignent le français sans parler français, vous avez des jeunes gens français qui arrivent et qui font, à partir de méthodes actionnelles, des choses, enfin de la grammaire traduction, quoi. Évidemment, ça coince un peu. Des énormes besoins de gens, de profs sur le terrain qui cherchent, qui demandent, qui sont passionnés, qui ont envie d'apprendre, qui viennent vers moi en me disant comment je peux travailler, comment je peux m'améliorer, qu'est-ce que vous proposez en ligne. Donc, une fois que j'étais à l'ASDIFL, évidemment, tout ça a résonné. C'était la première dimension et j'ai essayé, dans toute la mesure du possible, de penser que l'ASDIF, ce n'était pas que français, ce n'était pas que européen, c'était encore moins parisien, bien sûr, mais que ça allait plus loin. Ça, c'est la première orientation. La deuxième, évidemment, c'est tous les liens que j'ai avec des institutions. En premier, bien sûr, l'Alliance française de Paris, où j'ai passé toute la première moitié de ma carrière, mais pas seulement le CLA, le CAVILAM, tous ces lieux qui sont des lieux de formation de grande qualité, qui ont des offres extrêmement pointues, extrêmement ciblées. On parlait ce matin de budget, et ces institutions sont capables de travailler à la demande, de s'autofinancer, de créer les conditions de leur réussite sur des projets de formation. Donc, l'ASDIF aurait aussi, à mon avis, a tout intérêt, elle le fait bien sûr déjà, mais à
à penser à cette dimension institutionnelle parce que l'offre de formation, elle est réelle, elle est forte, elle est diverse et elle mérite de l'attention. Et à propos de cette institution, je voudrais aussi dire un mot d'hommage à des gens qu'on a cités, qui sont Simone Miotto, Gilbert Dagalian, Martine Sirvan-Langlois. Tous ces gens ont inventé des choses à ce moment-là, dans les années 80, dont nous sommes encore redevables aujourd'hui, et je trouve ces résonances fortes, pertinentes, intéressantes. Voilà, ce sont des noms que j'avais envie de citer. Alors, quand je suis arrivée en 2019, on ne peut pas dire que je ne travaillais pas. Je travaillais surtout pour les migrants d'ailleurs, mais je travaillais, mais pas comme vous. C'est-à-dire que je n'étais pas engloutie dans les tâches universitaires qui s'accumulent les unes aux autres. Donc, je n'avais pas d'inscription universitaire proprement dite. Et c'est mon troisième et dernier point. Donc, il fallait que je trouve quelque chose à dire finalement. Et j'ai essayé de trouver une inscription dans Le Monde, dans la vie. Et c'est comme ça que j'ai essayé de faire des éditos qui étaient, on va dire, un peu en vrac, un peu quelquefois loin des préoccupations de la SDIF. Et j'ai beaucoup aimé faire ça aussi. J'ai adoré faire ça. Il s'est passé, je crois, enfin voilà, ça a été pour moi une belle aventure aussi d'écriture. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Enfin, voilà, c'était la SDIF dans le monde, disons. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup moins préparé sérieusement que mes camarades. J'ai le souvenir, je peux dire que quand même, il y a eu le passage au 31, enfin le cahier 31, et puis, bon, les deux moments forts, ça a été ça, et puis, de façon aussi assez acrobatique, en plein Covid, le colloque en ligne, pour la toute première fois, ça nous a aussi fait quelques cheveux blancs, si on en avait encore besoin. Bon, tout ça a fait une aventure de très belle qualité. Et donc, je remercie la SDIF. Je remercie Elisabeth de m'avoir si bien vendu, même si à l'époque, je n'avais pas compris grand-chose, le projet. Et puis longue vie à la SDIF. Merci. Alors, Fabrice, vous voulez rajouter un dernier mot? J'avais juste oublié de signaler en 2013, excusez-moi, hein, mais la publication aussi chez Clé des billets d'humeur que publiait Louis sur le site de la SDIF, enfin qu'il rédigeait et qu'Elisabeth publiait sans doute sur le site de la SDIF à sa place, et qui a été voilà, une sélection que nous avions faite avec Louis de 100 de ces billets d'humeur et qui s'intitule « Sur le bout de la langue », et donc c'est toujours disponible chez Clé. Merci. Alors, je vais laisser la parole à notre présidente actuelle qui a su brillamment reprendre la plume des éditos de Claire-Lise, qui étaient effectivement merveilleux, et elle a su reprendre avec brio. Et donc, je vais lui laisser la parole pour les projets, on va dire, l'actualité de l'association. Voilà, merci. Et j'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie. On a encore quelques prises de parole, mais on va les faire un petit peu plus en condensé. Donc, moi, j'ai connu la SDIF quand j'étais étudiante en maîtrise FLE. Bien sûr, ma professeure, c'était Elisabeth Guimbretière. Nous étions obligés d'assister aux journées de la SDIF parce qu'il y avait une évaluation on devait faire un compte-rendu sur une des interventions de la journée de la SDIF, et c'était noté. Donc, on était obligés d'y aller. On n'était pas obligés d'adhérer, mais on était invités à le faire. Et puis, bien sûr, si je suis devenue présidente de la SDIF, c'est parce que j'ai reçu un coup de fil d'Elisabeth Guimbretière. Et comme c'était ma directrice de thèse, je ne pouvais pas lui dire non. Et puis, il y avait une filiation aussi, bien sûr. Voilà, donc la SDIF, aujourd'hui, eh bien, c'est un bureau formidable et très féminin, comme vous pouvez le voir, dont les noms s'affichent à l'écran. Je vais quand même présenter Émilie Perrichon, qui parle depuis tout à l'heure, mais qui ne s'est pas présentée, donc qui est secrétaire de la SDIF. Voilà, toutes les autres vont prendre la parole ou ont pris la parole. Et Josette Girard, qui est cachée là, mais que vous pouvez aller voir sur le stand de la SDIF en sortant, en allant faire un petit tour pour voir aussi les stands des éditeurs, et puis des organismes qui sont là aujourd'hui et qui travaillent avec nous pour toutes les journées que nous organisons. Donc, c'est important aussi de leur rendre hommage. Il y a un conseil d'administration dont les noms des personnes s'affichent aussi à l'écran, avec des personnes qui sont des universitaires, mais aussi des acteurs du terrain,
des médias, des enseignants, des formateurs, des gens de FEI, voilà, de l'Alliance française. Donc, dans le CA, il n'y a pas que des universitaires, c'est important. Actuellement, il y a 90 adhérents environ, donc on est loin des 200 de la grande époque. Les 400, oui, les 400, on est vraiment loin. Donc, n'hésitez pas en sortant aussi à aller faire un tour sur le stand. Après cette minute de racolage, donc on l'a dit, hein, donc je ne vais pas le redire, l'idée de l'ASDIF, c'était de faire communauté autour de la didactique du FLE. Donc je vais aller un petit peu plus vite là-dessus, puisque j'ai parlé de tout ça, de tous ces liens qu'on a avec les acteurs du terrain. Et la façon dont on fait communauté aujourd'hui, c'est, je pense, autour de ces axes-là, la formation des enseignants dont on a parlé beaucoup, les métiers du FLE, je vais en dire un mot, l'actualité de la recherche en c'est bon. Et la structuration d'ici, je pense que là, je suis un peu au bout de la batterie. Non, ça va. OK, donc quelques actions que l'on fait et depuis plus ou moins longtemps. Il y a ce fameux répertoire des masters FLE qui est coordonné par FEI, par le BUFL et par l'ASDIF. Vous recevez souvent, je pense, chaque année, si vous êtes responsable de cursus FLE, des messages d'Antipi ou d'Emmanuel. Donc qui est hébergé sur le site de FEI, qui est un répertoire très important, je pense, et assez consulté. Tout nouveau, vraiment tout nouveau, ce guide du futur doctorant en didactique. Je pense qu'on reçoit tous beaucoup de mails d'étudiants, notamment étrangers, qui veulent faire une thèse et qui contactent en fait des enseignants-chercheurs à la recherche d'un directeur de thèse et qui envoient des propositions parfois un peu maladroites et peu fouillées. Donc là, il y a ce très beau guide qui a été fait sous la coordination de Stéphane Grivelet, que je remercie beaucoup parce que c'est aussi lui qui a donné l'idée originale, avec un certain nombre de personnes qui ont contribué. Et il est en ligne sur le site de l'ASDIF. Il y a plein de conseils, il y a plein de choses sur les démarches administratives, trouver une bourse, des cas pratiques, des exemples, comment faire son projet de thèse, etc. Donc, vous pouvez tout à fait renvoyer, pas que des candidats étrangers d'ailleurs, hein, même des candidats français vers ce guide qui est super. Les fiches des 100 métiers du français qui a été fait avec la FIPF, voilà, très très belle fiche aussi qu'on peut trouver sur le site de la FIPF. Il y a plusieurs personnes de l'ASDIF qui ont contribué. Donc ça, et c'est né un peu aussi des fiches métiers des journées de l'ASDIF. Donc là, on est vraiment dans le métier, dans les métiers proprement dit. Le papillon de l'ASDIF, qui est la lettre mensuelle, voilà, on en fait 10 par an avec Émilie Perrichon et moi. On s'envoie souvent des messages un peu stressés vers la fin du mois quand il faut envoyer le papillon. Mais ça recense, on fait une veille assez dense de l'actualité en didactique. Donc si vous êtes adhérent, vous recevez ce papillon. Ça permet voilà, en un mail d'avoir toutes les infos sur ce qui se passe dans le champ. Et c'est quand même pas mal, vu tous les mails qu'on reçoit. C'est celui-là qu'il faut lire. Et puis des publications diverses et variées. Je ne vais pas les citer puisque tous les intervenants avant moi les ont déjà mentionnées. D'organisation d'événements scientifiques. Alors c'est vrai que depuis que je suis présidente, on a moins fait cette alternance journée professionnelle, journée recherche, pour une raison principale dont Antipi parlera tout à l'heure, parce qu'on est engagé sur un gros projet éditorial, et puis aussi parce qu'on avait prévu d'organiser ce colloque. Donc on s'est dit, bon... Est-ce qu'on peut en même temps faire des journées pro voilà, et recherche habituelles? Donc non, la réponse est non. Hein, on est tous toutes très occupés, donc on a concentré nos forces sur ces deux projets phares. Pour nous suivre, le site de l'ASDIF, on est aussi sur les réseaux. Voilà. Donc toutes les informations, tous les liens qu'on a cités aujourd'hui sont là. Et j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci Marion. Alors, on va poursuivre avec Laura Bouaïdar, notre vice-présidente, qui va nous présenter l'ASDIF dans le paysage de la formation et des métiers du FLE. Merci Émilie. Donc, comme cela a déjà été évoqué, une des lignes de force de l'ASDIF, c'est d'avoir misé dès l'origine sur la synergie, l'articulation et le dialogue entre les multiples acteurs du FLE. Et je vais faire un focus sur deux types d'événements, d'objets qui ont été mis en place au niveau de l'ASDIF depuis sa création. Alors,
la particularité de la SDIFL, une des particularités, c'est de fonctionner en tandem, à travers un tandem de rencontres. Donc, Véronique a évoqué tout à l'heure l'allègement progressif dû à la surcharge de travail des uns et des autres. Donc, un tandem, journée pro et journée d'études, avec une journée professionnelle historiquement localisée à dans les locaux de l'Alliance française de Paris, partenaire historique de la SDIFL. Et, alors voilà, je n'avais pas vérifié les animations, et une journée d'études délocalisée, une journée scientifique de préférence, en partenariat avec Université française, département, centre ou laboratoire de didactique. Et ça, c'est vraiment une particularité vraiment très précieuse, parce que cette délocalisation permet à chaque fois de valoriser les paramètres contextuels, les spécificités des acteurs. Et là, je voyais tout à l'heure, je n'avais jamais réalisé qu'il n'y avait eu que 22 lieux, et en fait, il y en aurait 2,5 fois de plus. Et il y a autant de diversité et autant de particularités à mettre en avant. Les dimensions nationales et internationales sont particulièrement intéressantes. Et moi, je me souvenais, en vous écoutant les uns les autres, qu'un de mes premiers contacts avec la SDIFL, c'est quand j'étais attachée de COP au Maroc et que j'avais fait un partenariat avec la SDIFL sur un concours de fiches pédagogiques des enseignants de l'Académie de Marrakech. Ça date. Et puis enfin, une visée intégrative de l'ensemble des acteurs du FLE. Et ce qui est intéressant par rapport aux principes généraux de fonctionnement de ces journées, et en particulier de la journée pro, c'est que la journée pro pose le cadre thématique global des 2 années. Cette journée pro permet d'impliquer une diversité de professionnels et d'experts représentatifs des secteurs d'activité très divers. Et pour avoir participé depuis quelque temps, puisque je me suis engagée officiellement à partir de 2012 sous la présidence de Fabrice Barthélémy, nous aussi, il nous est arrivé de découvrir des métiers, de découvrir des contextes, de découvrir des spécificités. Et ces journées professionnelles sont très intéressantes parce qu'elles permettent vraiment de mettre en avant les enjeux, les conditions d'exercice, les leviers, mais aussi les contraintes, précarité économique, politique, pression politique, etc. Ça a déjà été évoqué. Ce sont aussi des lieux de formation qui sont co-construits avec les différents acteurs, qui permettent d'articuler le terrain et la recherche à travers un dialogue très important. Et ce qui est intéressant, c'est que la journée pro a lieu une année, enfin ces derniers temps, la journée pro a lieu avant la journée recherche qui a lieu dans un autre lieu et dans un autre cadre spatio-temporel. Et ce dialogue temporel et spatial est vraiment très, très intéressant. Voilà. Et puis, journée pro et journée d'études font l'objet d'une publication dans les cahiers de la SDIFL. Alors, j'ai pris quelques exemples d'intervention de professionnels en journée pro, et on a vraiment une très grande multiplicité, et on essaye d'aller chercher les gens et de leur donner l'occasion de rendre compte d'une très grande diversité, mais en même temps de présenter d'une manière extrêmement pointue, avec une visée formative, les particularités de leur métier. Et ce qui est intéressant, c'est que journée pro et journée d'études s'adressent non seulement aux enseignants-chercheurs, non seulement aux professionnels dans la multiplicité de leurs fonctions, mais aussi aux étudiants de master, aux doctorants, aux post-doctorants, aux apprentis chercheurs. Et donc, il y a une dimension aux enseignants aussi, aux praticiens. Il y a une dimension de formation initiale et continue qui est très présente. Alors voilà, je voulais juste illustrer par 2 binômes, 2 journées pro, journées d'études, 2018-2019, journée pro à l'Alliance française de Paris et suivie d'une journée d'études à l'ESPE de Toulouse, organisée en partenariat avec l'ADEP sur les métiers du français dans les dispositifs bilingues, plurilingues. Et puis, quelques années plus tard, 2022-2023, une journée pro organisée à l'Alliance française de Paris et journée d'études à l'Université Grenoble-Alpes pour mettre en avant les centres de langue. Et ça a déjà été évoqué notamment ce matin. Et on sait qu'il y a une richesse extraordinaire dans l'ensemble de nos centres de
de formation. Donc la STIFL, les journées de la STIFL et les rencontres servent aussi à ça, à mettre en avant et à faire découvrir des histoires et des enjeux et la manière dont les choses se font sur le terrain. Et comme émanation des journées pro, le projet Fiche Métier qui a déjà été évoqué par plusieurs intervenantes. Donc dans le cadre des journées professionnelles, des ateliers métiers qui ont déjà été évoqués ont été mis en place, animés par des professionnels. L'objectif principal étant de faire un focus sur un métier avec un expert de terrain et d'entrer dans le détail. Véronique, je pense, l'a dit tout à l'heure, sous sa présidence, organisation de la première journée des métiers de la STIFL en 2016, et j'ai retrouvé le conseil d'administration de l'époque qui présentait l'objectif de cette journée métier qui parlait de profil et de compétences avec une visée de formation et d'aider les jeunes collègues du champ et les étudiants. Et la première thématique retenue, formation des migrants. Et c'est là qu'a commencé à émerger, je l'ai retrouvé dans le rapport, dans le compte-rendu du CA, le projet de cartographie des métiers du FLE. À l'époque, la STIFL avait mis en place des groupes de travail internes au CA. Certains ont été plus efficaces que d'autres parce que le peu de personnes engagées étaient aussi à l'époque des gens, pour la plupart, engagés dans un métier aussi. Sur leurs heures de travail. Néanmoins, il y a eu quelques premières fiches métiers. Je donne ici quelques exemples qui ont été élaborés avec des finalités très diverses. Identifier les métiers, comme je l'ai dit, aider à rendre visibles et audibles les experts qui sont pour certains quelquefois en marge du champ académique et scientifique. Et je pense que ça a été une grande réussite. Les difficultés, les catégories, secteurs, je les ai déjà évoquées. Et puis, accessoirement, soutenir le français et valoriser le français, langue de l'emploi, mais aussi langue internationale et accompagner l'évolution du champ. Et puis, extension du projet de fiche métier avec un partenariat privilégié avec la FIPF, et je salue la présence de sa présidente Cynthia Haït parmi nous. Pardon. Et donc, c'est grâce à la FIPF qu'il y a eu une impulsion majeure qui a été donnée au projet, avec ce projet conjoint de conception d'un livret des 100 métiers pour la SDIFL. L'engagement, mais tu l'as cité, je crois, Sabrina Royer, Stéphane, pardon, il y a une coquille Grivelet et Josette Virasolvite, et donc avec des finalités, levier de projection professionnelle, aider à se former à la recherche de métiers, mettre en avant les compétences, comparer diverses fiches avec des contenus proches, mais une réalité quelquefois différente. Et donc, voilà. Donc là, l'idée était vraiment de faire un focus, montrer comment concrètement on valorise l'articulation et le dialogue entre terrain, formation, diversité des professions et des acteurs, et intégrer les jeunes en formation initiale et continue, et essayer de continuer à soutenir et à faire notre travail de fourmi et à travailler tous ensemble pour une formidable association. Venez nous aider. Voilà, et maintenant je laisse la parole. Merci pour ce tour d'horizon riche qui nous amène tout naturellement à un dernier volet de cet après-midi pour les 40 ans de la SDIFL. On va évoquer les projets futurs d'envergure. Et Antipi Potolia, donc notre vice-présidente, va nous parler de l'importance de la SDIFL dans la structuration du champ scientifique que représente la didactique du FLE, et en particulier via la conception de dictionnaires disciplinaires passés et à venir. Merci. Bonjour à tous. On sent que le rythme s'accélère, que c'est la fin. Je vais aller très vite. J'espère que vous tenez encore un peu. Alors, donc justement, Marion tout à l'heure a évoqué un nouveau projet, un projet pour l'avenir. Donc, l'organisation de la présentation d'aujourd'hui, c'était passé, présent, avenir. Donc, du moins, c'est un avenir proche, puisque ça concerne un projet qui a commencé officiellement en 2023. Ce matin, Daniel Coste parlait d'un projet de son dictionnaire avec Robert Calisson, dont la rédaction a duré 6 ans. Nous, on est à 3 ans. Et ce n'est pas exactement le même mode de fonctionnement, parce que le dictionnaire de Calisson-Coste,
c'était rédigé par Robert Galisson et Daniel Coste. Ensuite, il y a eu le dictionnaire didactique du français, donc coordonné par Jean-Pierre Cuc. Et actuellement, nous sommes sur le projet de dictionnaire de l'ASDIFL, coordonné par le bureau, par le bureau de l'ASDIFL, par le comité d'experts, comité de coordination, de pilotage, pardon, c'est le terme que nous avons retenu, et qui a comme objectif de créer, de fédérer toute la communauté autour de ces projets. Donc, comme je le disais, donc, ça a commencé en 2023. La première réunion, c'était le 31 janvier 2023, donc ça fait 3 ans, presque. Et l'objectif, en fait, donc, c'était, dans un temps assez le plus rapide possible, c'était de concevoir le schéma de départ, de définir les modalités d'organisation du travail, de retenir des notions et les termes et la granularité. Vous avez la liste de toutes les tâches qui ont été plus ou moins réalisées jusqu'à présent. Il faut dire, donc tout à l'heure, Elisabeth, je crois, parlait des samedis, des séminaires du samedi. Et nous, c'était les nocturnes. En pyjama, donc parce qu'on ne trouvait pas, justement, tout le monde a parlé de la possibilité, de la difficulté de travailler justement alors qu'on est enseignant-chercheur par ailleurs, où on a un autre emploi à temps plein, s'investir dans l'association. Donc c'est la formule que nous avons trouvée pour avancer un petit peu sur l'élaboration de ces projets. C'était entre 21h et 10h30, au moins une fois par mois, peut-être plus, notamment pour mettre les bases et ensuite énumérer, donc lister toutes les entrées. Nous sommes actuellement à 680 entrées à peu près, et donc nous continuons bien sûr. Donc je vais revenir un peu plus en détail sur les différentes. Donc entre-temps, oui, vous vous rappelez très certainement, il y a eu la journée de réflexion sur les dictionnaires disciplinaires qui nous a aidé un petit peu de mettre en interaction l'état d'avancement de notre réflexion avec les différents intervenants de cette journée, ce qui nous a aidé, ce qui nous a permis aussi d'apprendre de l'expérience des autres, d'échanger avec les autres, de voir un peu les besoins des utilisateurs, que ce soit des formateurs, que ce soit des formateurs de formateurs, que ce soit des étudiants. Et la question de l'IA s'est posée à plusieurs reprises. Donc c'est intéressant de voir vers où on va. Mais aussi, il faut dire que ce besoin de mettre à jour le dictionnaire donc, de 2003, ce n'est du besoin où ça a commencé à germer donc, vers 2022, l'idée à voir les étudiants, parce qu'on est tous des enseignants-chercheurs, on voyait que les étudiants, souvent, ils avaient pas, il y avait des termes qui n'étaient pas répertoriés dans le dernier dictionnaire de Jean-Pierre Cuc, mais aussi, parfois, ils avaient des réflexes, les étudiants, d'aller vers Wikipédia, le premier terme quand on fait une recherche sur Google, donc le premier terme qui sort. Donc, pour nous aussi, comme c'est une discipline, la didactique du français langue étrangère, français langue seconde, même la didactique de langue, de sceller quelque part donc, les termes, les nouveaux concepts, les nouvelles notions qui sont entrées dans les champs aussi. Donc, pour revenir un petit peu sur, dans le détail des choses, donc, vous voyez ce beau schéma au départ. Donc, nous avons essayé de voir comment nous pouvons procéder. Au départ, il faut dire que nous sommes partis sur un dictionnaire entièrement en ligne. Mais petit à petit, en échangeant aussi à la suite de cette journée de réflexion, en échangeant avec des éditeurs, on s'est orienté finalement vers un format un peu plus traditionnel, donc papier. C'est justement, entre autres, grâce à l'intervention de Daniel Coste, qui nous a fait penser que finalement, quelque chose qui est imprimé, c'est scellé d'une certaine manière. Donc, notre génération est encore des traditions livresques, papier. Et donc, c'est important quand il y aura des personnes, comme tout à l'heure, on a repris tous les cahiers, donc on a fait un travail archéologique, disons, donc comme c'était le cas aussi pour le français dans le monde, d'avoir un travail, donc un support papier pour pouvoir, peut-être pour des futurs étudiants, s'ils veulent comparer les 3 éditions des dictionnaires, voir comment aussi, épistémologiquement parlant, la discipline a avancé au fil du temps, a évolué. Donc, nous avons travaillé par pôle. Donc, même si finalement on n'a pas été, on s'oriente vers un travail plus alphabétique sur papier,
les sous-groupes qui se sont constitués au départ par le bureau donc, de la SDIFL ont pu se constituer autour de ces 5 pôles qui sont, donc, je les listais, vous n'avez pas, pas besoin de lire. Donc, les champs du FLE au milieu, langue et socioculturelle, autour de l'apprenant, autour de l'enseignant et tout ce qui est dispositif, activité et outils. Donc, nous avons maintenu, même si on s'est orienté vers un dictionnaire alphabétique, cette organisation de travail pour pouvoir aussi réfléchir tous ensemble par sous-groupe d'abord et ensuite en grand groupe les différentes entrées. Donc, actuellement, aussi, nous avons identifié et constitué les différents comités. Comme je vous disais tout à l'heure, le comité de pilotage, c'est le bureau de la SDIF, là, c'est le noyau dur. Il y a le comité de coordination scientifique et éditoriale, donc qui sont les responsables par pétale. Les différents pôles, on les appelle des pétales. Donc, on fait référence à ce qui a été dit, je crois d'ailleurs, c'était à Poitiers, peut-être, je ne sais pas, le fleuriste. Donc voilà, on est très dans l'imaginaire, dans la métaphore. Donc vous avez les coordinateurs, disons, ou les responsables des différents pétales qui sont souvent, il y a toujours un membre du bureau et ensuite des collègues que nous sommes allés chercher en renfort et qui sont presque tout le temps, qui font partie du CA de la SDIFL. Le comité d'experts que nous avons sollicité dernièrement et dont nous attendons le retour d'ici un mois. Donc, pour ne pas mettre la pression sur les personnes concernées, donc à qui on a adressé la liste de 580 termes qui sont actuellement répertoriés en leur demandant de juger un petit peu de la pertinence de ces termes. De l'exhaustivité, c'est repérer des manques surtout, et éventuellement la granularité. Et donc, nous attendons impatiemment le retour pour pouvoir entamer la phase suivante. Donc, tout ça pour vous dire que nous attendons pour le moment donc pour avancer. Donc, le comité scientifique, c'est tous les auteurs qui seront sollicités. Donc, on va opter, quand on va avancer, bien sûr, vers la rédaction, et par pétale, on va opter pour un système de lecture croisée des différentes entrées. Et ensuite, on a, je ne sais pas si Yovan est là, mais on a un expert traitement et sauvegarde des données, voilà, qui nous a permis, surtout Yovan, celle-là, je crois, non, mais je vais le dire oralement, de faire un super tableau Excel afin de pouvoir identifier si toutes les universités, plus ou moins, donc, qui dispensent de formation en didactique du FLE, sont représentées dans les auteurs sollicités. Si dans chaque université, parmi les auteurs sollicités, il y a au moins l'une des universités de France ou Outre-mer qui dispense des formations en FLE, parce que comme je vous disais, c'est un dictionnaire qui vise avant tout à réunir la communauté plutôt que d'être l'œuvre, même si c'est moi qui prends la parole aujourd'hui. C'est un travail collectif, ça va être sous la direction, c'est un travail collectif dirigé par la SDIFL. Et donc, c'est un héritage aussi ou quelque chose qu'on va transmettre au bureau à venir pour préserver aussi la mise à jour, l'actualisation de ce travail. Donc, Yovan, comme je disais, il a fait un super tableau Excel qui nous permet de voir, donc parmi les noms des auteurs pressentis, préconisés, de voir si, voilà, si la même personne n'est pas sollicitée 30 fois, s'il y a quand même une harmonisation entre les différents. Donc, justement, tout à l'heure, on a vu que l'Ouest n'était pas très sollicité. On va essayer de solliciter l'Ouest pour les entrées aussi, comme ça, on va avoir un équilibre. Donc, c'est ce travail aussi qui est très précieux, qui nous a permis aussi d'avoir une vue d'ensemble. Donc, je passe rapidement. Donc, je vous disais actuellement, sur le côté gauche, vous avez le nombre d'entrées actuellement répertoriées par pétale. Et donc, les degrés de granularité, on a 3 grands niveaux de granularité. Le 4e niveau, c'est juste des renvois à d'autres termes du niveau 1, 2 ou 3.
Alors, nous avons élaboré aussi un cahier de charges donc, qui permet aussi d'élaborer une charte éthique justement sur des critères de choix des auteurs. Ça, c'est très important pour nous parce qu'on fait tous partie des réseaux, donc on est tous dans des universités. Bien sûr, c'est humain d'aller vers le plus proche. Donc, en établissant cette charte éthique, on a établi des critères pour le choix des auteurs. Ensuite, donc, on a déterminé le format de rédaction pour chaque entrée. Donc, vous avez un exemple. Donc, toutes les entrées seront signées, contrairement aux autres dictionnaires, aux précédents dictionnaires plutôt, disons. On a illustré dans la rédaction de quelques entrées donc, le travail que nous attendons. Nous avons proposé un cahier de charges, je ne sais pas ce que c'était. Bon, c'est pas grave, c'est pas intéressant, c'est pas très grave. Et donc, nous avons déterminé les types de coopération entre les différents comités, donc comment procéder pour les différentes validations entre responsables de pétales, comités d'experts, etc. Tout ça, ça a été fait jusqu'à présent. Et donc, voilà, c'est le travail sur ce tableau Excel qui a ces objectifs-là. Je les ai présentés rapidement. Et nous sommes déjà en contact avec un éditeur Hachette qui est très intéressé. Donc, on verra sur quoi si ça va se concrétiser. Sinon, on va voir comment nous allons procéder. Donc, ce qui reste à faire à partir de mars 2026, c'est-à-dire dès que l'on aura reçu le retour des experts, donc, c'est de revoir et ajuster l'ensemble du projet, donc à partir des informations d'Excel, à partir du retour du comité d'experts, contacter les auteurs, arrêter le choix d'un éditeur, lancer la phase suivante, donc rédaction, relecture, révision, finalisation, en espérant une finalisation du projet, du moins rédactionnel, d'ici 2 ans, et peut-être éditorial d'ici 3 ans tout au plus. Merci beaucoup. Merci Antipi. J'invite Véronique Laurence à conclure avec une phrase rapide. En parcourant les cahiers en mois de décembre, j'ai trouvé cette phrase de Louis Porcher d'il y a 20 ans. Ce que je souhaite, c'est que l'association existe encore dans 20 ans. Alors nous y sommes, nous avons 20 ans de plus. Donc, cher Porcher, cher Louis Porcher, cher Louis, je reprends les 3 appellations de Daniel ce matin. Avec beaucoup d'affection, nous t'adressons ce salut amical. Nous sommes toujours là. Au moment des 20 ans, Henri Ollec disait aussi qu'il aimerait être là aux 30 ans. Il y était. Il aurait dû être avec nous aujourd'hui pour les 40 ans de l'association. Alors, projetons-nous. Je reprends les mots de Louis pour aujourd'hui, et nous espérons que l'association existera encore dans 20 ans. On y va, 2036, 2046, on n'a pas peur. Et pour que ça fonctionne, il faut avoir envie de la SDIFL et il faut que la SDIFL donne envie. Donc, continuons. Et pour avoir envie de la SDIFL et que la SDIFL donne envie, je passe la parole à Émilie. Alors, avant de vous laisser la parole pour un temps d'échange suite à ces discussions, rapide aussi, mais quand même un temps d'échange est possible. Je termine, et vous avez compris, sur l'importance de soutenir notre association. Nous sommes bénévoles. Tout ce que nous faisons, c'est par engagement personnel, c'est en dehors de nos heures de travail. Vous avez compris qu'on avait des réunions nocturnes aussi. Donc, si la SDIFL a 40 ans, c'est aussi grâce à nos adhérents, c'est grâce à ces bénévoles qui portent l'association toujours plus haut. Donc, sans adhésion, rien n'est possible, et tout ce qu'on a pu vous montrer dans l'histoire et dans le présent et les projets ne sont pas possibles. Donc, il faut adhérer. Dites aux personnes que vous connaissez d'adhérer. Vous pouvez venir nous rejoindre au stand donc, après la pause, pendant la pause. Vous pouvez peut-être mettre la diaporama voilà, sur le photobooth. On a fait un petit affichage pour vous prendre en photo devant les 40 ans de la SDIFL pour dire « Nous y sommes, venez et adhérez ». Voilà. Je vous laisse la parole maintenant si vous avez des questions, si vous souhaitez
échanger avec les différents intervenants de l'après-midi. Et ensuite, nous pourrons faire une pause et aller adhérer au stand de la SDIFL. Voilà, on a 5-6 minutes. Est-ce qu'on a... Oui. On a un micro qui arrive, voilà. Oui, ça marche. Alors, Haïdé. Et merci. 3 questions très ponctuelles de la part de quelqu'un qui est particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui. J'ai fait partie de la SDIFL il y a longtemps et je ne le suis plus. Mes 3 questions sont d'abord, est-ce qu'il y a aujourd'hui des membres étrangers non français de la SDIFL? Parce que quand j'ai été membre, je l'ai fait par conviction, mais je n'ai remarqué aucun changement dans ma vie. Je ne recevais rien, il ne se passait rien, je n'ai participé à rien. Donc, je n'ai pas senti que cela avait un sens. C'était il y a plus de 10 ans. Mais moi, on vient de relancer l'association mexicaine. J'ai envie d'aller porter la bonne parole et d'augmenter de quelques membres la liste des membres à SDIFL. Mais donc, j'aimerais savoir quelles seraient les retombées pratiques, disons, d'une inscription pour un membre étranger. Et ça, c'était ma deuxième question. Et la troisième, c'est est-ce que l'entrée jeu de rôle, jeu théâtral, ludique, etc., est prévue dans le dictionnaire? Parce que dans le premier, celui de Galisson, elle n'y était pas. Dans le deuxième, elle y est, mais elle est très, très courte et à mettre à jour. Donc, je me demande ce qu'il en est dans votre projet de dictionnaire. Voilà. Je ne sais pas qui veut répondre. Antipi sur l'entrée-jeu. Je pense. Non, elle y est, je suis sûre. Oui, elle doit y être déjà. Après, en 76, parler des jeux, c'était un peu prématuré, je pense. Donc, c'était beaucoup plus linguistique, le premier dictionnaire des didactiques des langues. Donc, on l'a constaté d'ailleurs parce qu'on a travaillé sur les 2 dictionnaires pendant nos réunions nocturnes pour comparer. Et on a vu l'évolution entre 76 et 2003 dans les termes. Et c'est intéressant de voir comment la didactique naît petit à petit, parce qu'on part d'un ancrage complètement linguistique. Et petit à petit, on va on va piocher dans les différentes disciplines. Donc, pour la constitution de la didactique des langues en tant que discipline. Donc, je suis même sûre que jeu, tout ce qui est ludique, tout ce qui est jeu de rôle, bien sûr, ça fait partie, je ne me rappelle pas, parce que comme je vous disais, ça fait 580 entrées. Est-ce que vous voulez que juste pour, oui. En fait, pour compléter ma première question sur les membres étrangers, les retombées oui. pratiques, moi déjà, c'est une question qui n'appelle pas de vraie réponse maintenant, mais je serais très intéressée par une entente. D'une certaine manière, déjà, on a des membres étrangers, moi j'en suis un, d'une certaine manière. Et qui œuvrent à l'étranger. Mais alors, qu'est-ce que ça peut apporter? Moi, je peux vous dire, parce que là, comme Émilie le disait, tout le monde l'a dit, on est des bénévoles. Donc, on fait un travail conséquent pour thésauriser la discipline, pour diffuser la discipline, donc qui est scellée dans des ouvrages. Cotiser, ça peut être une reconnaissance de tout le travail fait gratuitement et bénévolement. C'est ça aussi, la beauté du monde associatif, c'est que c'est un travail bénévole qui est intéressant, qui a des retombées positives pour toute la discipline. Tu recevras aussi le papillon de la SDIFL tous les mois et accès à un grand nombre de ressources qui sont en ligne gratuitement. Donc, le papillon, je ne sais pas depuis trop. Le papillon, ça a commencé avec ouais. Oui. Alors nous aussi, le papillon, je ne l'ai pas assez dit, mais envoyez-nous aussi des choses, parce que du coup, et souvent on diffuse des annonces de colloques. Et on aimerait bien organiser aussi une rencontre au Mexique. Donc, non, toute l'actualité du FLE, on essaye de la restituer avec ce qu'on nous envoie aussi. Je vais passer là. Le micro. Attention. Merci à tous pour ce panorama de cette histoire. Moi, je voudrais poser une question à propos de ce dictionnaire en gestation. Je voudrais savoir pourquoi
ce n'est une entreprise que de la SDIFL et un dictionnaire de et pas à l'initiative de plusieurs associations, un dictionnaire de didactique des langues. Voilà, j'ai cette question depuis quelque temps. Marion, tu vas répondre? Non, c'est vrai que la question didactique des langues versus didactique du FLE, on se l'est posée assez longtemps et je pense qu'on a, même si on l'appelle didactique du FLE parce que c'est aussi l'héritage des précédents dictionnaires, même si on a vu que le premier s'appelait didactique des langues, on n'a pas fermé la porte, je pense, à des notions qui seraient propres à la didactique des langues de manière plus globale. Après, pourquoi la SDIF? Parce que peut-être. Non, juste par rapport à la didactique du FLE-FLES, c'est un petit peu, Véronique, pour la même raison que le répertoire des Master FLE. Donc, parce que, donc, bon, déjà, c'est la SDIFL, hein, donc là, c'est par rapport au travail avec les autres associations, d'accord? Donc, la SDIFL, c'est l'Association didactique du français langue étrangère, donc on a ajouté S, d'accord? Donc, on a beaucoup discuté sur est-ce qu'on fait un dictionnaire didactique des langues, mais l'approche est didactique des langues, on est tous dans la didactique des langues. Mais ensuite, donc, c'est la même question qu'on se pose souvent tous les ans aussi avec Sol, avec Emmanuel, sur les répertoires des masters de FLE, FLS. Déjà, il y a ça. Ensuite, pourquoi que la SDIFL? Parce que c'est né au sein de la SDIFL, hein, l'idée. Donc déjà, c'est très compliqué au sein de la SDIFL donc, de coordonner un projet entre nous. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a travaillé de 21h à 22h30, 23h parfois. Donc, on a tous des agendas très chargés, mais en revanche, donc on va faire appel à toute la communauté, hors association. Après, chaque association, je pense que ça a sa spécificité. Là, c'est un projet qui a vu le jour au sein de la SDIFL, c'est tout. On le porte, oui, dans la continuité voilà. aussi, parce qu'au départ, nous avons sollicité, donc nous avons voulu reprendre, l'idée c'était de reprendre le dictionnaire de Jean-Pierre Cuc, voire même de ne pas rédiger rédiger juste de nouvelles entrées pour compléter, mais finalement on est parti vers un projet complètement différent. Mais au départ, nous sommes partis du dictionnaire de 2003. On voulait compléter ce dictionnaire au départ, d'accord? Et donc, oui. Et en fait, l'idée, c'est d'en faire un projet vraiment, comme évoqué par Antipi, collectif, donner la parole à l'ensemble de la communauté. Et donc faire en sorte que les universités soient représentées, que les auteurs signent chacun sa notion, qu'il y ait aussi bien des chevronnés historiques en activité que des jeunes chercheurs et des chercheurs émergents. Voilà, c'est-à-dire que même si c'est un objet porté par la SDIFL, compte tenu de l'historique, voilà, ça fait des années qu'on se dit mettons à jour, et puis c'est devenu faisons-en un autre, mais c'est vraiment porté pour la communauté en fait. Mais c'est vrai, la question que tu poses, oui, pourquoi pas par toutes? Cela dit, compte tenu des réunions nocturnes et du fait que ça fait 3 ans qu'on y est et que Daniel a évoqué tout à l'heure 6 ans, ouais, c'est compliqué. Je pense que, voilà, on va peut-être clôturer. Oui, on va clôturer ensemble voilà, cette session des 40 ans de la SDIFL. Merci pour votre présence. Et puis, nous convions à la pause Voilà, il y a une pause café là jusqu'à, je suis un peu perdue dans les heures, 17h. Ouais. Après quoi, il y aura ici 2 tables rondes pour clôturer la journée. Voilà. Voilà, qui sera ici même. Hein.